Bienvenue chez Woolly Mood, le média qui s'intéresse à la personne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Joël. Woolly Oui. Mood. Woolly Mood. Woolly Mood. Woolly Mood. Bonjour, merci Diana de m'accueillir. Je suis touché et reconnaissant. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Joël, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Je vais bien. C'est une journée que je prends dans l'instant présent, comme toutes les autres journées. Je vais bien. C'est génial. Donc, moi, je t'ai rencontré via Angelo, qui est Mhm. passé aussi à l'antenne. Sacré Angelo qui il crée les On le connexions. salue Oui, bien. oui. Salut. Du coup, j'ai vu que tu étais sur Instagram, que tu avais aussi, en fait, tes followers, que tu avais créé un livre. Mhm, Et est-ce que tu peux m'expliquer finalement ce que tu fais concrètement? mhm. Alors, je suis coach et thérapeute en développement personnel. Et essentiellement, c'est la part du gâteau la plus importante, mais la plus grande partie, je me l'attribue aujourd'hui, c'est vraiment la partie d'auteur. Pour moi, l'écriture a toujours été quelque chose de fondamental. C'est une thérapie pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Et c'est vrai qu'avec la sortie de ce livre, j'ai vraiment intention, je suis d'ailleurs sur mon deuxième livre, à pouvoir transmettre en fait ce que je partage dans les coachings, dans les conférences, voire aussi les workshops que je fais. Et je me suis rendu compte finalement que oui, c'est vraiment une vocation que je porte à l'intérieur de moi, de pouvoir accompagner les gens à travers ces coachings. Mais c'est vrai qu'à travers l'écriture, j'arriverai à propulser encore plus de résonance, de lumière et d'amour bienveillant. Waouh! C'est Oui. touchant en tout cas, cette volonté, de faire ça comme ça. Et l'écriture, ça t'est venu quand? C'était pas Non, là au début? oui, oui, enfin, ça fait depuis, je dirais, la tendre jeunesse, finalement. Après, parler d'écriture dans la jeunesse, c'est un petit peu un gros mot parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on écrit, comment on écrit. Mmh. Mais ce que je savais, c'est effectivement que le plaisir de l'écriture a toujours été très présent. Aussi visuellement, je suis une âme très visuelle. Donc, le fait d'écrire, en fait, de Ouais. déposer vraiment de l'encre sur du papier, pour moi, ça a toujours a eu une valeur très importante et c'est la raison pour laquelle je suis entre autres aussi devenu formateur Mmh. et les flipcharts, les post-it, pour moi, c'est mon dada de tous les jours. Et du coup, tu es formateur de quoi? Alors, ça dépend un petit peu, essentiellement toujours dans le développement personnel. Après, D'accord. je peux, sur appel, selon ce qu'on me demande, heu, voilà, être le formateur pour des thématiques bien précises. Mmh. Quelles sont tes thématiques dada du coup? Ah, il y en a beaucoup, mais le dada, vraiment le dada de chez dada, Mmh. c'est le couple, c'est incroyable. Ah. Le couple est une histoire fantastique d'un côté, comme aussi un petit peu, je le prononce, un mot très puissant, désastreux de l'autre, parce que souvent dans un couple, ben, quand on n'a pas vraiment établi son parcours personnel, dans son développement personnel, et on superpose un petit peu, on reflète sur l'autre ses propres besoins, ses attentes et voilà, ça se corse dans tout ça. C'est le thème principal un petit peu de mon livre. Un des thèmes principaux. Comment s'appelle ce livre? Mmh. C'est l'amour inconditionnel est une condition. Ah! Je l'ai entendu parler de ce livre, c'est trop drôle. OK. Je savais pas que c'est toi qui l'avais Mmh écrit. mh. Waouh! L'amour inconditionnel est une condition, ouais. Mmh mh. Et est-ce que tu peux faire un teaser par rapport à ça? On a tous été, éduqués, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, dans les bons et des fois et malheureusement trop dans les moins bons moments de notre enfance. On a reçu l'endoctrinement et les facettes, les croyances, les principes, de nos parents qui nous ont été inculqués, lesquels on a hérité à notre insu, justement, depuis la plus tendre enfance, avec lesquels on grandit après. Alors, selon la culture, selon les parents, la croyance de nos parents, selon peut-être aussi la religion, la provenance, ça joue un rôle phénoménal dans l'acheminement d'un adolescent qui, à un moment donné dans l'âge adulte, ne sait plus qui il est, selon quoi, comment. Donc je précise vraiment, c'est aléatoire. Il n'y a pas toutes les enfances qui ont été désastreuses. Oui. Alors, moi, quand je prononce des mots, je parle
énormément de mon enfance. Mhm. Je suis un coach, un thérapeute qui n'a pas la science infuse. Je ne dis pas comment tu devrais faire ou quelle est la raison que tu es de telle manière et ce que tu pourrais faire pour ne plus être. Je transmets tout simplement mon histoire à moi, Mhm. que je sais qui aujourd'hui résonne énormément dans les oreilles de beaucoup d'autres âmes. Et quelle est ton histoire pour le coup? Alors l'histoire est... on a combien de temps là? 10 minutes. L'histoire est, tu es un enfant finalement qui, dans ma croyance à moi, a choisi ses parents pour une raison bien Mhm. précise et qui a fait face en fait à une enfance très difficile pour moi. Je prononce des mots qui me sont très personnels. C'est un Oui. petit peu comme aller chez le médecin pour se faire une piqûre et prendre le sang. Peut-être que tu n'auras pas mal. Mhm. Moi, je ne regarde jamais. Voilà, quand Ouais. quand on me fait la piqûre, c'est très aléatoire et très très personnel. Mais j'ai eu vraiment une enfance pas évidente. Alors dans le livre, je le mentionne. Moi, je me suis pardonné d'abord. J'en veux absolument pas à mes parents. Je sais qu'ils ont fait de leur mieux. Toutefois, voilà, ce que je reporte aussi un petit peu dans ce livre, c'est que toutes ces chaînes familiales qui sont issues de deux cultures complètement différentes de mes parents ont été transmises, elles, et reprojetées. Un mot un petit peu complexe, mais reflété surtout aussi sur moi, enfant, qui a fait que j'ai grandi dans une croyance, dans un endoctrinement et dans une difficulté de pouvoir m'accomplir moi-même. Par rapport à ça, justement, à quel moment t'as su? Parce qu'au début, on n'arrive pas à faire le tri. On Mm, croit mm, que ça prend personnellement les choses, c'est nos mhm, parents. Donc, à absolument. partir de quand Mhm. ça s'est détaché? On va dire ça. Alors, ça commençait déjà à voir que finalement, on disait souvent que j'étais un petit peu à part, que j'étais Ouais. différent, que je me comportais pas comme les autres. Et c'était un petit peu facile dans le rôle du parent, finalement, de projeter encore une fois sur l'enfant ses propres peurs en tant que parent et de culpabiliser l'enfant finalement simplement dans le besoin de la compréhension, en fait, de qu'est-ce qui se passe autour de lui. Donc, je grandis avec ça pendant des années et je pense tardivement dans l'adolescence que je commence vraiment à comprendre que, comme je le dis souvent, que j'étais un extraterrestre, jusqu'à ce que j'ai compris qu'en réalité, je suis pas un extraterrestre. Ou alors, on est tous des extraterrestres. Probablement, D'une probablement. certaine manière. En tout cas, là, il y en a deux. Ah non, eux, ils ne sont pas des extraterrestres, ils sont là pour nous en créer. Et puis, donc, est-ce que tu as fait toute ta carrière, ce métier-là, ou par où tu es passé? Non, moi j'ai commencé avec un apprentissage. On m'a quasi obligé et dit qu'il fallait faire un apprentissage parce que voilà, dans telle société, c'était impossible de vivre sans papier. Alors c'est vrai que dans ce pays dans lequel je suis né, c'est dingue encore aujourd'hui de voir comment on donne une valeur à un papier alors que la vraie valeur est à l'intérieur d'un être humain, tout simplement. Et l'histoire se passe à travers de son âme, de son cœur, et c'est ce qu'on projette à travers notre aura, notre lumière. Mais voilà, on vit dans une société que je ne veux pas critiquer ou stigmatiser, et surtout pas généraliser. Encore une fois, je parle de ma propre histoire, mais ok, je l'ai fait cet apprentissage. Après, j'ai passé par X, Y d'autres travails dans ma vie. Je ne dis pas que ça m'a rien apporté, clairement, ça m'a apporté à qui je suis aujourd'hui. Au contraire, justement, même si à l'époque, c'est pas du tout ce que je voulais. Et fur et à mesure, j'ai grandi et j'ai acheminé dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Et tu t'es trouvé? Ou C'est clair que je me suis trouvé, qu'est-ce absolument. que tu as trouvé? Moi, j'ai trouvé en fait que le bonheur et l'amour est l'essence, l'ancrage pour vraiment être soi, il est à l'intérieur de nous. C'est vraiment notre cœur à nous. Et je transmets à tout le monde aujourd'hui de faire vraiment la part des choses, que plus on se concentre sur l'extérieur, plus on se concentre sur les autres, moins on prête de l'attention à son enfant intérieur, qui, comme le nom le dit, est à l'intérieur de nous. Et cet enfant intérieur, finalement, est rien d'autre que la voix de notre cœur, qui est notre intuition. Et comment tu la détectes si ça fait longtemps que tu l'as caché? À un moment donné, je me suis dit, c'est juste pas possible, Joël, que tu es vraiment à part de tout le monde et si différent que tout le monde. Pourtant, j'ai 2 oreilles, 2 yeux, une bouche, un nez, et je suis pas aussi bizarre que ça, quoi. Et tout simplement, j'ai avec le temps commencé à comprendre, mais tu es parfait.
Et ce parfait, aujourd'hui encore, quand je le prononce, les gens me disent: «Mais Joël, non, personne n'est parfait». C'est faux. On est tous fondamentalement parfaits. Alors oui, on nous a appris ça, on nous a inculqué ça dans notre enfance, on a bien voulu nous faire croire que personne n'est parfait. Mais en réalité, je veux dire, on agit dans l'instant présent de notre enfant intérieur qui pense, qui parle et qui agit dans cet instant présent dans lequel il vit. Donc, comment est-ce possible qu'on prétend que personne n'est parfait alors qu'on est tous authentiquement uniques? Parce que peut-être que unique et parfait ne sont pas corrélés. Probablement, probablement, effectivement, chacun a sa vision et sa compréhension des choses. La perfection est, oui, tu as totalement raison, la perfection est un aspect, être unique pour moi est un aspect d'être parfait, parce que tellement qu'on est unique, eh ben, automatiquement, on l'est parfait. C'est beau. Ok, mais tu as évité la question en disant dans quel métier tu es passé avant d'être qui tu es aujourd'hui. C'est vrai que je suis une pipelette, ça part dans tous les sens avec moi. J'étais dans la vente, j'étais dans la communication. C'était un petit peu l'essence principale de tout ce qui m'a accompagné dans mon chemin professionnel. J'ai été aussi manager, forcément, dans beaucoup de multinationales, où justement, il y a quelque chose de très, très, très sympathique qui s'est avéré dans cette troisième partie, comme je l'appelle, de mon parcours professionnel, où j'étais team leader ou manager. J'avais beaucoup d'équipes pour lesquelles je travaillais avec eux. Et j'étais toujours au milieu de ces équipes, assis avec eux, en faisant la même chose qu'eux. Mais souvent, en fait, on me mettait à la porte après un an et demi, sans que je comprenais réellement pourquoi. Jusqu'à ce que, inconsciemment, j'ai compris, avec un dernier poste en tant que manager, que finalement, j'étais déjà inconsciemment coach. Parce que ce qui déplaisait fortement, c'est que je faisais pas du management top-down. Moi, je faisais du management down-top. Et donc, ça veut dire quoi, le management down-top? ouais, ben, le down-top, en fait, c'est favoriser tous les collaborateurs, tous tes collègues de travail. Je veux dire, si on prend le troupeau des moutons, il y a toujours un chien qui fait bien attention, mais le chien, il est toujours derrière le troupeau. Il est jamais devant le troupeau. Et c'est favoriser en fait le troupeau, mais les laisser libres, pouvoir agir, pouvoir se concrétiser, pouvoir penser, parler, exercer leur travail comme bien leur semble, dans leur compréhension. C'est d'ailleurs, je parle de ça beaucoup dans mon livre aussi, c'est l'éducation, un mot qui me désespère fortement. Personne peut éduquer, on accompagne un enfant, mais on n'éduque pas un enfant. On n'a pas la science infuse, encore une fois. Et je veux dire, à un moment donné, il est nécessaire de pouvoir permettre à l'enfant de comprendre en fait quelle est sa créativité et de pouvoir se valoriser lui-même dans sa pleine conscience de son esprit et pouvoir devenir lui-même. Mais comment des gens pas conscients d'eux-mêmes peuvent transmettre à des gens pour qu'ils deviennent conscients? Est-ce que tu as une solution pour ça? Alors, moi, de ce qui me concerne personnellement, j'ai eu cette capacité, cette force intérieure de toujours pouvoir m'informer. J'ai eu personne, moi, dans mon parcours qui a su résonner en moi ou me parler de certaines choses qu'on est en train d'échanger, toi et moi. Ça s'est fait tardivement, en fait. Après, il faut aussi dire, je fais une petite parenthèse, il faut dire qu'on vit dans une époque de notre vie où la technologie nous permet aussi d'avoir beaucoup plus d'accessibilité à l'information, ce que nos parents n'ont pas forcément eu toujours. Quoique nos parents, ils avaient quand même une ressource phénoménale, c'est de savoir que si eux, dans leur éducation, ils en ont souffert et ils ont reçu aussi plein d'endoctrinement, ben c'est pas pour les projeter pour faire la même chose en fait avec ses propres enfants. Parfois, ce que j'ai remarqué de mes parents, c'est pas qu'ils voulaient faire la même chose, c'est qu'ils ne savaient pas comment faire autrement. Absolument. Au-delà de Absolument. vouloir faire la même chose, c'est qu'ils n'ont qu'une seule piste et Oui. ils tournent cette piste en boucle. Oui, totalement. C'est pour ça que j'ai dit avant que j'en veux absolument pas à mes parents et que je me suis pardonné d'abord pour pouvoir leur pardonner ensuite. Toutefois, j'insiste un petit peu à prononcer sur le fait que quand on voit un enfant pleurer, par exemple, combien sont les parents qui, par l'autorité parentale et la grandeur de leur corpulence, leur crient depuis en haut en leur pointant du doigt, et parce que ça les énerve, qu'ils pleurent, qu'ils crient. Mais peu sont réellement les parents qui se baissent à leur niveau visuel, voire qu'ils prennent l'enfant dans leurs bras et qui leur demandent tout simplement: mais quelle est la raison que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ou alors, juste ce moment-là, moi, ma technique, c'est de le laisser se calmer, dire: est-ce que tu as besoin de moi, pour, au lieu d'interférer dans son espace personnel, peut-être qu'il a juste envie de craquer, il craque d'abord avant de me parler ou de venir vers moi. En fait, ça, j'ai appris aussi avec le temps, avec un enfant de 14 ans.
à faire de cette manière-là. Mais au début, moi aussi, j'étais, je pense, l'adulte qui dirigeait qui, parce que simplement, j'étais au dépourvu de pas savoir quoi faire, pourquoi il pleure. J'ai essayé tous les Mmh. moyens possibles et c'est comme si c'était un échec vécu Mmh. personnellement Mmh. que je projetais sur l'enfant et en fait, l'enfant avait juste besoin de craquer C'est par ça, décharge. Des fois, c'est ça. j'ai appris qu'il y avait des pleurs de décharge comme nous, en fin de journée, on a besoin de décharger, Mmh. puis c'est leur moyen de se décharger. Mmh. Mmh. Et ça m'a beaucoup appris et fait grandir aussi par Mmh. rapport à, bah, avoir des enfants, ça je sais pas si tu en as toi? Oui, oui, la mienne, elle est grande maintenant, Ouais. bien sûr. Donc ça change, hein. Mmh. Qu'est-ce que ça t'a apporté? D'avoir, un enfant? Ouais. Mais de réaliser finalement que les premières années, 3-4 ans, voire peut-être max 5 ans, j'ai reproduit un petit peu les mêmes Mmh. schémas que j'avais reçus. Mais j'ai eu justement cette, pleine conscience et surtout la clairvoyance en fait de me rendre compte de ça et de switcher direct en fait quand je me suis rendu compte que en fait, quand j'ai vu dans le regard de ma fille, ce qu'elle essayait de me dire et quand j'ai vu aussi dans son agissement, d voilà, ça reflétait fortement à l'intérieur de moi. Ce que je souhaiterais dire par rapport à ça, c'est que j'ai eu cette capacité de me rendre compte tout de suite que ma fille n'était rien d'autre, en fait, que le miroir de mon enfant intérieur. Ah. Comme beaucoup de relations ou pas forcément? Comme toutes les relations, finalement, on est tous un miroir pour l'autre. Ça, je l'affirme parce que c'est vraiment quelque chose avec quoi j'ai grandi très profondément à l'intérieur de moi et je me suis renforcé pour pouvoir m'ancrer et puis me réaligner avec le Joël que je suis devenu aujourd'hui. Ça va dans les deux sens. Je veux dire, typiquement, si toi maintenant tu me dis quelque chose qui me touche, qui me fait mal, j'ai deux solutions. Soit je me prends la tête avec toi, soit je réfléchis et je me dis, mais quelle est la raison en fait que ça me touche ce que Diana Mmh. vient de me dire? Et là, j'opère correctement, c'est-à-dire je me dissocie de toi, je me dissocie de moi, je ne te vois plus en tant qu'être humain, je te vois en tant que miroir. Et Mmh. là, j'ai cette sagesse à l'intérieur de moi de pouvoir voir, mais attends Joël, si ça t'a fait mal ce qu'elle t'a dit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été purifié à l'intérieur de toi. Au sens inverse, si tu me... Le même exemple, et que ça me touche absolument pas, je n'ai rien à travailler dans cet effet miroir, parce que c'est quelque chose qui a déjà été purifié, en fait, à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça veut dire purifier pour toi? Parce qu'on parle ben, purifier veut dire beaucoup de choses, en Mmh. termes mystiques et tout. Mmh. Donc Mmh. pour toi, quand tu utilises ce terme-là, qu'est-ce que Mmh. tu entends? Purifier une cicatrice de l'enfance, une souffrance de l'enfance, quand on les purifie pas, quand on n'y met pas, du désinfectant dessus, ben, ça restera des blessures qui se ressentiront automatiquement, qu'on le veuille ou qu'on veuille pas, dans une histoire de couple, ou dans son cercle d'amitié, voire aussi son cercle professionnel et surtout avec soi-même, parce qu'on reproduit éternellement et perpétuellement toujours les mêmes schémas tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui fait en fait, d'où ça provient en fait, ce déclencheur qui nous touche à l'intérieur de nous? Waouh! Ouais, ça part vraiment, ben, dans le profond. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment, du coup, tu as démarré, ta partie indépendante? Hein? Mmh mh. Comment tu t'es lancée? Quels Mmh. ont été tes défis et tes challenges, Mmh. et comment tu fais face à ça? Parce Mmh. que trouver des clients, se faire connaître et Mmh. cetera, c'est pas si évident. Mmh. Donc, est-ce que tu veux bien partager ton parcours entrepreneurial? Alors avec grand plaisir. À part utiliser les réseaux sociaux standards qu'on connaît tous, Mmh. j'ai jamais fait de pub. En fait, je vais pas chercher les gens, c'est les gens qui viennent à moi. C'est quelque chose que j'ai voulu fortement. C'est ton Hem, choix alors? c'est mon choix, absolument. Pourquoi? Parce que, hem on en a parlé vaguement avant de mon enfance. Alors, peut-être juste pour rajouter, et comprendre un petit peu mieux ce que je vais te dire, j'ai, trimballé avec moi dans ce bagage d'enfance la peur de l'abandon, la dépendance affective et la peur du rejet qui sont des bagages, très, très lourds à porter, jusqu'à un certain point dans la vie où finalement on reproduit inconsciemment et involontairement les mêmes aspects avec les autres personnes, c'est-à-dire on devient le sauveur des autres. Parce qu'on recherche dans cet acte de vouloir sauver les autres, on cherche en fait ce bienfait envers soi-même qu'on n'a pas reçu étant enfant. Mais une fois qu'on a compris que réellement on peut pas sauver quelqu'un, on peut pas aider quelqu'un, ben à ce moment-là, on comprend finalement que ben, comme si toi tu vas dans un supermarché, tu achètes ce que tu as envie. C'est pas parce que tu me rencontres que je te dis achète ce chocolat que tu vas acheter ce chocolat. Il faut que tu puisses savoir de toi-même en fait qu'est-ce que tu as envie d'acheter. Et c'est la même chose dans le développement personnel. Oui, je ressens énormément les gens très profondément, c'est une évidence. Oui,
très souvent, voire presque toujours, je sais quelles seraient les solutions pour la personne. Mais si la personne, elle n'est pas prête aujourd'hui, Mmh. sur son parcours, sur son cheminement, ça sert à rien que je lui dise comment faire, elle a besoin de le comprendre pour elle-même. Et comment tu fais comprendre ça? Avec du questionnement. Mmh. Parce que le faire comprendre, pour moi, ça rentre un petit peu dans l'aspect manipulation. En réalité, on ne peut pas faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Je répète, c'est vraiment la personne qui doit le comprendre par elle-même. Mais si maintenant je veux vraiment, et c'est le but, répondre à tes questions dans le concret, j'ai toujours parlé de mon histoire. Et ensuite, ça résonne ou ça résonne pas. Ouais. Et souvent, quand je fais des workshops ou que je donne des conférences, c'est marrant parce que les gens ils me voient sur les réseaux sociaux et ils pensent que tout va bien avec moi. Et C'est finalement, c'est aussi, la lumière sur les réseaux, pas forcément, l'humain on est derrière, d'accord. oui. Mais souvent, quand on parle, quand je thématise une certaine particularité dans ces conférences ou ces workshops, mais les gens sont étonnés, mais ils disent, mais en fait, t'as aussi des problèmes, toi, ça. C'est vrai qu'on nous voit comme des gourous des fois, On est d'accord. On est simplement des humains avec Mm. des compétences qu'on utilise à d'autres échelles Mhm. et d'autres manières Mm. pour aider, s'aider soi, mais si ça Mhm. peut aider l'autre en apprenant l'outil, C'est ça, tiens. c'est ça. C'est encore une fois, ça ramène à l'enfance. Combien de fois un parent souhaite que son enfant devienne tel ou tel métier, or un enfant n'a pas à devenir un tel métier, il a à devenir soi. Mm. Et pour devenir soi, il doit pouvoir faire ce qui lui plaît faire, que ça soit dessiner. Peut-être d'ici une semaine, il aime plus dessiner. Oui. Peut-être qu'il aimerait jouer de la guitare. Peut-être que d'ici 2 semaines, il aime plus la guitare. C'est important. Ça fait partie de son cheminement, en fait, de compréhension de qui il est. Et il doit pouvoir exploiter tout ça. T'en penses quoi alors du fait que justement on dit à ces jeunes générations Z qui sont trop en train de multitasker et tout, toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Mais soyez multitask. Soyez multitask, vraiment. Parce que c'est ça qui fait, en fait, qui rend la créativité d'un être humain. C'est ça qui permet de faire comprendre, en fait, qui suis-je, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus. Enfin, c'est lourd à porter pour un enfant quand on lui dit tu dois faire un apprentissage, tu dois faire tel et tel métier, mais tu changes tout le temps d'avis, mais t'es pas stable. Mais qu'est-ce que ça veut dire être stable? Les émotions, ils fluctuent tellement que moi, devant un film, je peux pleurer, je peux rigoler, je peux m'énerver, je peux être totalement absent. C'est le but, et c'est ce qui fait qu'un film est exceptionnel ou pas. Absolument. Il me semble, c'est ce roller coaster qu'on Absolument. nous fait traverser en l'espace de 2 heures et qui nous rend toute chose et on ne sait même pas l'expliquer. Absolument. Et je veux dire, en parlant de film, on est l'acteur principal de notre film. Alors, comment est-ce possible de nous limiter dans notre expression émotionnelle? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu conseilles alors pour pouvoir libérer ces émotions? Parce que on sait que la société, l'éducation, beaucoup de choses nous ont mis plein de pression à contenir ces émotions. Ton conseil, ce serait quoi? De toujours garder le plein consentement de son plein discernement. Alors ça, ce sont 2 paroles que pas tous les adolescents peuvent comprendre, même voir dans l'âge adulte. Des fois, moi, j'ai mis Là, tardivement tu m'as fait ding. Qu'est-ce que c'est que ce concept? le plein consentement de ton plein discernement, c'est de savoir ce que il est juste pour toi, en fait. Si je te raconte maintenant une histoire de quelqu'un et je te dis que cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, et je t'incite à ne pas, surtout pas aller parler à cette personne, à pas passer un moment avec cette personne, tu as 2 solutions. Tu as la solution de me croire pour x, y raison, parce que tellement que je suis puissant dans ma parole que toi, tu vas vraiment prendre ce que je te dis, ou tu as justement l'autre solution. C'est dire, ok Joël, tu m'as dit ce que tu avais besoin de me dire, mais moi j'ai besoin de connaître cette personne. J'ai besoin de savoir par moi-même en fait qui est cette personne. Et ça va de soi avec la société. C'est vrai, encore une fois, on a été tellement endoctriné de comment il faut faire dans cette société qui a créé une plaque tournante de fonctionnement pour être et finalement ne pas pouvoir tout simplement se ressentir soi-même. Quand je dis être, c'est être pour la société, mais en réalité, il faut être pour soi-même et avoir cette capacité de se ressentir. Et pour se ressentir, c'est vraiment pouvoir s'écouter soi-même. C'est quoi soi-même? Soi-même, c'est son enfant intérieur. C'est son cœur. C'est cette voix, cette petite voix qui nous dit déjà, je reviens avec l'histoire du supermarché, qui nous dit déjà, mais en fait, c'est ça, c'est tel produit que je veux. Mais tout d'un coup, on est devant ce produit. Ah non, mais non, ma mère ou mon papa ou tel ami m'a dit que c'était pas bon. Et du coup, on hésite, en fait, tellement qu'on est pris par ce conditionnement externe qu'on hésite
de pouvoir être soi-même. Est-ce que cet enfant intérieur a toujours raison? Parce que Je le prononce fortement pour moi, oui. L'enfant intérieur, il a toujours raison. Parce que finalement, quelle est la meilleure personne, et je vais te dire après pourquoi je le prononce Mmh. aussi fortement, quelle est la meilleure personne, en fait, pour nous dire qu'est-ce qui est bien et pas bien? C'est notre enfant intérieur. J'ai fait un voyage dans le désert. Mmh. J'étais tout seul. Et quand je suis parti dans ce désert, beaucoup de personnes me disaient: «Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Il y a rien dans le désert». Non, mais détrompez-vous, c'est faux. C'est rempli de bonté, c'est rempli d'amour, c'est rempli de richesse, pour la simple raison. Et là, je vais te donner la réponse par rapport à ta question, si l'enfant intérieur a toujours raison. Dans le désert, la seule personne à qui on peut parler, c'est soi-même. La seule personne avec qui on peut se fâcher, c'est soi-même. Quelle personne à qui on peut poser des questions, c'est soi-même. La seule personne avec qui on peut s'aimer, c'est soi-même. Donc oui, l'enfant intérieur a toujours raison. Coupé. Ah, ça résonne. Il y a des choses qui se passent. Ça travaille. Merci pour la séance. Waouh! Tu fait combien de temps dans le désert C'était 10 jours à peu près. 10 jours, et oui. tu vécu comment cette expérience, en fait? Hem, C'est parti d'où et pourquoi le désert? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette expérience? c'est venu, d'une impulsion de souffrance. Hem, j'ai reporté sur moi, je ne voulais pas te toucher aussi profondément. Je fais ça pour me laisser toucher. Gratitude pour ça. Hem, j'ai pris avec moi dans mes bagages de l'enfance, j'ai besoin de le verbaliser, mais sans projeter en fait une culpabilité ou une responsabilité sur mes parents de ça. Mais je proviens de 2 parents, j'ai pas envie de faire la différence de qui est qui, mais de pervers narcissisme et de grande peur. Et voilà, on grandit avec ça, donc forcément dans ces relations, ben, on attire forcément des femmes qui sont, pervers narcissiques, voire dans le chantage émotionnel. Alors, ça aussi, c'est quelque chose, il me faut faire une petite parenthèse, pour vraiment bien transmettre, ce message-là. Souvent, jusqu'à ce que j'ai compris finalement que rien ne dépend de quelqu'un ou de quelque chose, forcément, c'était plus facile de toujours donner la faute à quelqu'un et de dire: elle est, pervers narcissique ou telle personne et cetera. Alors que finalement, cette personne était rien d'autre qu'un miroir de mon propre reflet sur quoi j'avais besoin de travailler pour moi-même. Et il y a un cheminement, je viens de très, très loin, il y a un cheminement qui ne se fait pas du jour au lendemain, vraiment pas. Mais à un moment donné, il y a un tel cumul à l'intérieur de mon enfant intérieur que ça explose émotionnellement, où je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je pète un câble, réellement». Du coup, sur un coup de tête, je suis parti. Et pour moi, il y a 2 lieux où je me sens réellement en connexion avec moi-même, c'est le désert. D'ailleurs, ça me manque, il faudra absolument que j'y retourne au plus vite. C'était lequel? C'est Égypte, voilà. Hem et quand je suis, sous l'eau, voilà, je fais du Moment diving, magnétique. ça voilà, exactement. Et c'est très, paradoxal, mais très proches l'un avec l'autre parce que il y a de nouveau cette connexion avec soi-même. Et donc du coup, ben, je pars sur un coup de tête parce que je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus où était derrière, devant, et j'avais besoin de me resituer avec moi-même, avoir le consentement de mon plein discernement, parce que j'ai tellement été bombardé dans mon crâne avec: «Tu dois faire comme ci, mais c'est comme ça, mais c'est à cause de ci, mais regarde comment font les autres». À un moment donné, j'ai dit: «Mais allez tous vous faire cuire un œuf, franchement, et j'ai besoin de le savoir pour moi». Non pas que je refusais qu'on me dise certaines choses, mais à un moment donné, je les écoutais, mais je ne les intégrais pas à Oui, l'intérieur de bien moi. sûr. Et puis après, ben, le désert, une fois que j'arrive là-bas, il y a plein de petits, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler de tout ça, mais il y a plein de petits événements, de signes qui m'ont fait commencer à comprendre, en fait, que j'étais sur le bon chemin de ce désert. Avant de partir dans le désert, je m'étais pris un hôtel, il y avait un petit, un salamandre qui me passait par-dessus, et je me rappelais, il me marchait par-dessus, ma tongue, sur mon pied. À un moment donné, il restait là accroché sur les orteils, et et je sais pas pourquoi, ça m'a fait un flash. Je me suis rappelé d'une responsable d'une société pour laquelle je travaillais, qui me disait: «Mais en fait, Joël, toi, tu es un caméléon». Et ça m'est revenu,
Et ça a provoqué une espèce de rage à l'intérieur de moi, Ah, parce que je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être un caméléon, moi. ah, waouh! J'ai envie d'être moi. J'ai pas envie de m'adapter tout le temps. J'ai pas Mmh. envie de m'adapter tout le temps. C'est fatigant, C'est fatigant, c'est épuisant, c'est ouais. épuisant, c'est lourd à porter. Moi, j'ai envie d'être moi. Ça a été le début. Alors après 2 jours, dans l'hôtel, j'ai pris, mon sac à dos et tout le tralala et j'avais raconté ça à un jeune, qui tenait une boutique dans cet hôtel, qui a été très choqué du fait que je partais aussi longtemps dans le désert. Et puis un jour, en fait, il me dit, 2 jours avant de partir, il me dit: «Mais Joël, avant que tu partes, s'il te plaît, viens dans ma boutique, le matin, j'ai quelque chose à te donner». Mmh. Le matin en question, je vais dans sa boutique, et il part à l'arrière-boutique et il se ramène avec, une feuille de palme séchée. Les feuilles de palme séchées, c'est très pointu, ça fait mal. Et je le regarde très étonné et je lui dis: «Mais qu'est-ce que je dois faire avec ça?» Il me dit: «C'est pour te défendre parce que tu verras dans le désert, il y a beaucoup de hyènes». Et il y a eu un autre flash qui s'est produit à l'intérieur de moi, où j'ai vu les peurs de mes parents se refléter à l'intérieur de moi et finalement je me suis dit: «Non, je ne veux pas tes peurs. Garde-les pour Mmh. toi». En le regardant profondément dans ses yeux, c'était un geste d'amour Oui. bienveillant qu'il portait envers moi. J'ai fait un pacte avec lui. Je lui ai dit: «Je prends cette feuille de palme», c'est une grande feuille de palme. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos dans le désert et puis je l'ai prise avec donc, hein. Et j'ai dit: «Je la prends avec, mais je souhaiterais, si c'est OK pour toi, que tu me promets que tu ne m'envoies pas tes peurs par Mmh. tes énergies, parce que je n'ai pas envie de vivre avec ces peurs». Donc il y a eu ces 2 parties-là avec lesquelles je suis parti avec une clairvoyance, une reconnaissance phénoménale dans ce désert qui après a amené d'autres, belles expériences. Waouh. Oh, en fait, ça donne envie d'écouter ton histoire sur le désert. Je suis sûre qu'il y a d'autres histoires, tu pas Mmh. essayé la jungle? Pas encore? Ben, dis donc, quel parcours et c'est plein de sagesse, d'images de soi. Ça amène vraiment au voyage, la façon dont tu parles et ce que je reçois et ressens, j'ai envie d'écouter ces histoires, en fait. Le développement personnel est un voyage. C'est pas qu'il faut, faire comme certains nous disent de faire, mais c'est un voyage, en fait. C'est se rencontrer avec soi-même. C'est pas pour rien que je m'obstine des fois, c'est un mot fort, je le sais, mais je m'obstine des fois vraiment à dire à des personnes: «Mais pars seul en vacances pendant 1 semaine, 2 semaines, Ah 3 ouais, ça semaines». change. Je suis partie Vraiment. seule et je me suis découverte à chaque fois et j'ai découvert l'humanité à chaque fois à ma manière et une beauté, une pureté, mais des souvenirs incroyables. C'est le meilleur des médicaments, finalement, Ouais, hein. ouais, ouais. Vraiment. C'est à toutes les personnes que j'ai rencontrées au voyage, merci et que je rencontre encore aujourd'hui, là, merci parce que ça ouais, ça réveille, ça révèle et comme tu dis, c'est Mmh. un miroir finalement à un moment T, hein, Mmh parce mh. que ça évolue tout le temps, Mmh mh. mais c'est beau. Les voyages, internes comme externes sont magnifiques. Mmh mh. Hem, donc tout ce parcours, toute cette vie pour te découvrir l'enfant intérieur, de Mmh mh. t'écouter beaucoup plus. Mmh mh. Comment tu fais quand ton enfant intérieur justement veut insulter, crier, Mmh mh. comment tu gères cette partie-là de l'enfant Mmh. intérieur? Mmh mh. Parce que si tout le monde est comme il est, qui veut être, ce Mmh sera mh. pas très joli non plus. Mmh. Bien sûr, bien sûr. J'ai appris à mon enfant intérieur de ne pas se modifier dans son état émotionnel, peu importe lequel, Mmh. mais tout simplement à pouvoir avaler 5 fois avant de parler, de réfléchir 5 fois avant de parler et de observer 5 fois au lui de prendre une décision. Pourquoi 5? Parce que là, on parle souvent du chiffre 3, du chiffre Oui, 7. le 5 c'est un chiffre qui me poursuit, si je peux le dire comme ça, Mmh mh. depuis mon enfance, en fait. C'est encore un autre sujet. La Heu numérologie? non, non, pas vraiment, mais autre chose. On m'a souvent, depuis enfant, toujours dit, voilà, quand je sortais de la mer, tout le temps, mon père me disait: «Mais pourquoi tu te rinces toujours ton visage 5 fois, en fait?» Oh! et cetera. Donc ce chiffre 5 m'accompagne, effectivement. Il y a un autre chiffre aussi qui m'accompagne, mais le 5, il est présent et le 5 après, c'est comme il m'a accompagné dans ma vie, c'est vrai que les quand j'étais manager dans des sociétés, quand on a tous reçu des emails où on a envie juste de prendre le clavier et de tout de suite répondre derrière avec, une impulsivité et j'ai toujours dit, en fait, ça m'est venu spontanément, mais avalez 5 fois avant de parler, réfléchissez 5 fois avant de
dire ou d'agir, tout simplement. Et mon enfant intérieur, je l'ai drillé vraiment dans ce sens-là, en lui disant, tu as le droit de ressentir toute émotion. Mais est-ce que la manière dont tu agis, ça a un plus pour la personne en face de toi? Est-ce que tu lui transmets réellement quelque chose de positif? Est-ce que ça a un bénéfice aussi pour toi, finalement? Mmh. Et ça aussi, c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Mais fur et à mesure, et là, il y a un mot que j'adore énormément, c'est la patience. La Un mot qui m'a patience. poursuivi. La patience, et là aussi, la patience, je ne l'ai pas cultivée comme ça du jour au lendemain, bien évidemment, mais je l'ai arrosée tous les jours, cette patience. Des fois plus facile, des fois un petit peu plus compliqué, mais aujourd'hui, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens me disent, mais comment tu fais à être tout le temps avec cette calme, dans cette résilience? Mais en fait, c'est parce que je ne suis plus accroché au passé, De la résistance, du coup. et dans la résistance du passé, ni dans le futur, dans cette résistance du non connu du Mmh. futur, mais je suis là dans l'instant présent. Et cet instant présent, ben, c'est la seule et véritable vérité qui nous accompagne. Donc si je me concentre sur le pourquoi j'ai une émotion, quel a été le déclencheur, d'où ça provient, qu'est-ce que ça me fait agir à l'intérieur de moi, ben j'aurai une dissociation de tout ce qui est autour de moi et je pourrai réellement me questionner avec moi-même. Répondre à mes propres questions. C'est ça, au lieu de répondre à l'autre par impulsion. Oui, et par juste projection, finalement. Absolument. Tu m'as parlé de positif, en fait, Mhm. que l'autre perçoive, enfin, comment donner le positif à l'autre. Mhm. Mais parfois, même si l'intention est pure et Mhm. belle, Mhm. l'autre le perçoit comme il Mhm. veut. Mhm. Donc, le message que tu envoies est très fort de, ben, si c'est positif pour son enfant intérieur. Mhm. Et du coup, ça sera automatiquement Mhm. pris comme ça sera pris à l'extérieur. Absolument. Mais par contre, Mhm. ce soi, plus on le protège, plus on Mhm. dégagera cette énergie de Oui, lumière oui. et on pourra être aligné Mhm. et avancer dans tout ce qu'on fait. Finalement, ça va se dérouler. Mhm. Comment tu gères les downs, malgré cette Mhm. attitude de Mhm. résilience et tout Mhm. ça? La vie est aussi faite de hauts Mhm. et de bas. Donc, comment tu fais, toi? Alors, c'est évident qu'il y a aussi des downs. Toutefois, aujourd'hui, je les accueille. J'ai passé une année, l'année passée, remplie de cadeaux. Alors, quand je dis cadeaux, c'est qu'ils me sont arrivés plein de choses. Mmh. Mais quand je dis plein, c'est, je pense, j'ai eu toute la panoplie. J'ai eu droit à tout, que ça soit émotionnel, sentimental, financier, professionnel, familial. J'ai vraiment eu la panoplie L'effondrement? totale. Totale. Il y a eu un moment aussi, pendant 3-4 mois, où je sortais vraiment juste parce que je n'avais plus rien à manger dans mon frigo. Je ne voyais strictement plus personne. Mon livre a pu se terminer à cette époque-là. Il a mis quasiment 6 ans à être écrit, mais 1 an et demi, il est resté sur le banc de touche, ce livre. Souvent, je m'énervais. Les gens me disaient, mais non, t'inquiète, Joël, il y aura des événements dans ta vie qui te permettront de finir ce livre, et c'était le cas. Alors, l'essence de ta question, c'est de dire finalement que oui, je n'ai pas et je ne néglige pas en fait ce qui m'est arrivé. Toutefois, je l'accueille. Et dans l'accueillement, en fait, c'est pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et qu'est-ce que je dois apprendre à travers ça? On parle du lâcher-prise. C'est On en a parlé. c'est du pipeau. C'est du pipeau, ça veut rien dire. Vas-y, je te lance sur le sujet. Mais ça veut rien dire. Mais là aussi, je parle que de moi. Je vais pas m'obstiner à faire comprendre, à expliquer aux gens que c'est du pipeau, le lâcher-prise. Mais comment peut-on conscientiser quelque chose, apprendre quelque chose quand on laisse tomber quelque chose? Je veux dire, si je laisse tomber ici un des deux mouton touchou, à un moment donné, il faut que je me baisse et que je le reprenne. Mais l'accueillir me permet en fait de vraiment passer par des étapes, cette fameuse courbe de deuil, et de comprendre chaque étape. D'ailleurs, on dit aussi souvent, il faut que tu fasses le deuil. Ça veut rien dire. Moi, je n'ai jamais compris. Toutes mes condoléances. Mais on ne fait pas le deuil. Ouais. On ne fait pas de deuil. On vit avec. Quand il y a une rupture sentimentale, il faut tourner la page. Il faut aller de l'avant dans la vie. Tu verras, ça ira. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais allez vous faire cuire en œuf. Non, c'est accueillir ces émotions-là. J'ai besoin de les comprendre. J'ai besoin, quels sont leurs messages du passé, de mon enfance, de ma vie actuelle.
Quelle est la peur derrière? Le Quelle est la sentiment peur? d'abandon, Exactement, le sentiment d'avoir été exactement. rejeté, tout Mais ça. Ouais. moi, franchement, je dis à tout le monde, non, ne lâchez pas prise, vraiment. Tenez bon à la Voilà, vie. Vivez. soyez pas attachés, mais voilà, apprendre à pouvoir vraiment ressentir, comprendre qu'est-ce que ça évoque, toutes ces situations dans lesquelles on vit. Voilà, une rupture, un deuil. Alors là, on touche vraiment la situation la pire pour beaucoup de personnes. Mais encore une fois, le deuil, je veux dire, si on peut continuer un petit peu à parler de ça, quand on est à l'enterrement, 99,9% des personnes, ils pleurent tous. Mais pourquoi les personnes pleurent en enterrement? Ils pleurent parce qu'ils sont tristes que la personne soit plus là. C'est tellement égoïste. Est-ce qu'on pourrait peut-être s'imaginer que la personne, elle est heureuse de pouvoir se réincarner dans quelqu'un d'autre? Peut-être que cette personne avait un cancer, une maladie ou d'autres peines dans sa vie, ou soulagée, justement. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un Anglais qui, avant sa mort, il savait qu'il allait partir, a fait un enregistrement et forcément, il en a informé des personnes pour pouvoir, à un moment donné, lors de cet enterrement, quand le prêtre il faisait sa messe et tout, de lancer cet enregistrement. Et puis à un moment donné, on entend taper. Et c'est comme, en fait, les gens comprenaient pas, mais en fait, il tapait contre son cercueil et il disait aux gens, mais qu'est-ce que vous pleurez? Pourquoi vous faites ces têtes? Je suis heureux de m'en aller. S'il vous plaît, rigolez. Mais ça, c'est un état d'esprit où beaucoup de personnes n'arriveront pas aujourd'hui encore à comprendre ça. Et c'est correct. C'est OK, c'est OK. Son temps et son rythme. Exactement, tout à fait. Merci Voilà. beaucoup pour ces beaux messages que je pense que je vais réécouter pour... c'est ça l'avantage d'immortaliser finalement, c'est de pouvoir Absolument. réécouter et prendre toute la richesse qu'il y a derrière pour son enfant intérieur. S'il y a 3 messages que tu veux laisser à ce monde, ce serait lesquels pour finaliser? Peut-être le premier message, je cite une phrase de mon livre. Afin de faciliter la communication et la relation, surtout avec l'être humain, c'est communiquer dans l'observation, sans interprétation, mais avec des questions. Ça, c'est mon premier message. Vraiment, ça facilite tellement la chose. Le deuxième message, c'est de ne jamais oublier que toutes les personnes, ils ont un vécu derrière eux. On ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Ne soyons pas dans le jugement ou dans la critique. Soyons dans la bienveillance, dans la compassion et dans l'indulgence, parce qu'on ne sait pas l'histoire sur laquelle la personne est en train de passer. Et le troisième message, franchement, c'est aimer dans la bienveillance, dans l'acceptation, en tout et pour tout, finalement, de la divinité, de la pureté, de la profondeur de l'histoire de la personne, de cette lumière qui finalement reflète son histoire et qui fait d'elle qui est cette personne réellement. Et cette sagesse de pouvoir permettre à la personne d'être qui elle est, sans remise en question, sans mais, sans pourquoi, sans critique, sans jugement, juste « je t'accueille, comment tu es ?» Ça, c'est la beauté de l'amour bienveillant. Ok. Alors, je vais juste dire merci. Merci pour ce lavage d'âme. Merci d'avoir caressé les moutons. Mais oui. Les avoir inclus dans l'interview. Et j'espère, je vais continuer à suivre. Ça m'intéresse beaucoup de lire ton livre. Du coup, tous les liens seront là-dessous. Où est-ce qu'on peut te contacter le plus facilement? Par Instagram. Par Instagram, voilà. on mettra tous les liens là-dessous. Si vous avez aimé Willy Mood et ce genre d'interview plein d'humanité, de sagesse, d'expansion, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec grand plaisir. Et si vous voulez vous retrouver à la place de Joël, contactez-nous sans problème. On a de la place pour tout le monde. Il y a de belles énergies ici. Merci beaucoup, Joël, pour l'exercice. Merci à toi. Gratitude beaucoup. Profonde. Pareil, gratitude de cette rencontre. Merci, Angelo, d'avoir mis en contact ces lumières. Sacré Angelo, quoi. Sacré Angelo. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures Woollymoodiennes. Au revoir. Bye Bonne bye. journée. Mood. Woolly Mood.